Bonjour et bienvenue à un autre épisode du podcast de Raphaël. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de gros puis d'immense à vous dire puis à vous parler. En fait, c'est au sujet de l'erreur de croire qu'on a besoin d'être sauvé. Ça, c'est quelque chose qui est immense, qui est très intimement lié avec la codépendance. C'est comme le modèle de fonctionnement par défaut. Fait que je vais commencer par vous expliquer un petit peu la souveraineté individuelle. Ok, la souveraineté individuelle, c'est quand on croit que nous et chaque personne avec qui on interagit a la possibilité et le pouvoir de choisir, de faire des choix, de savoir qu'est-ce qui est mieux pour eux, de communiquer ces choses-là. De dire oui, de dire non, de mettre ses limites, de savoir qu'est-ce qui est bon pour eux. Donc, c'est vraiment dans la même thématique de ce que je vous dis depuis le début. En fait, c'est vraiment cette espèce de savoir inné que on sait. Il y a personne de mieux que nous pour savoir qu'est-ce qui est bon pour nous. Puis il y a personne de mieux que chaque personne pour savoir qu'est-ce qui est bon pour chaque personne. Et il y a comme une espèce de modèle par défaut qui fait en sorte qu'on croit que quelconque autorité extérieure, encore une fois, va savoir mieux que nous qu'est-ce qui est bon pour nous. Puis là, je vous dis en bref un concept spirituel et psychologique qui s'appelle le triangle de drame de Karpman, ok? Un beau petit triangle. Et sur ce triangle, on peut retrouver la victime, le sauveur et le persécuteur. Et vous remarquerez que je vous donne une introduction à ce concept-là. Si vous avez envie d'aller plus en profondeur, vous pouvez faire vos propres recherches, et puis ça va me faire plaisir sinon de répondre à vos questions vraiment dans le détail. Donc, l'idée derrière ce concept-là du triangle de drame de Karpman, c'est comme si chaque personne qui entre en relation a comme un modèle par défaut, donc une pointe du triangle sur lequel la personne va rentrer. Donc, soit victime, soit persécuteur, soit sauveur. Et quand on entre sur le triangle comme victime, ben on va chercher à interagir avec un sauveur ou un persécuteur et vice-versa. Fait que c'est comme si, pour pouvoir rester sur notre pointe du triangle, on va aller chercher des gens pour venir jouer le rôle manquant dans notre triangle. Après ça, la clé, si on veut pas être dans ce modèle-là, qui est pas un modèle justement c'est pas un modèle qui reconnaît la souveraineté individuelle, c'est pas un modèle qui reconnaît la puissance puis le pouvoir créateur de chaque individu. C'est comme un modèle qui fait en sorte qu'on joue un rôle inconscient. Puis c'est vraiment un rôle comme par défaut, inconscient, endormi. On a comme un genre de pilote automatique qui nous met sur le persécuteur, le sauveur ou la victime dans nos interactions avec les autres humains. Puis tu sais, même quand on fait un effort conscient de choisir justement la souveraineté individuelle et le choix, quand on est fatigué ou quand on n'a pas les ressources nécessaires pour se ramener à un endroit de choix, donc quand on est en mode survie, on est presque assurément sur le triangle. Puis même quand on fait un effort conscient de débarquer du triangle, si on n'a pas les ressources nécessaires, physiques, émotionnelles, mentales, on a tendance à revenir au mode de fonctionnement par défaut qui est sur le triangle. Fait que ça, c'est un petit quelque chose que je veux vous nommer. Puis encore une fois, c'est pas tellement important de savoir d'où ça vient, juste de savoir que ça existe, puis de savoir qu'il y a une façon de reprendre notre pouvoir individuel ou de redonner le pouvoir aux autres. Donc moi, ma façon d'opérer quand je suis pas dans mon choix conscient, c'est que je vais par défaut plus tomber dans le mode sauveur. Puis là, ce que ça fait sauveur, fait que dans le fond, ce qu'on veut reconnaître, c'est que dans tous les cas, chaque pointe du triangle, c'est comme les 3 visages d'une victime. Dans tous les cas, on est victime de nos instincts, victime de nos pulsions, victime de notre pilote automatique, victime de notre mode de fonctionnement par défaut. Donc, dans tous les cas, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. La seule chose qui arrive, c'est que psychologiquement, la victime va se positionner comme étant
inférieur au sauveur puis au persécuteur. Puis le sauveur puis le persécuteur vont se positionner comme étant supérieurs à la victime. Fait que le persécuteur va taper sa tête de la victime, puis le sauveur va venir le sauver la victime parce que, ultimement, c'est comme si le sauveur pensait que la victime avait pas la capacité de s'en sortir elle-même. Donc, c'est là qu'on voit que, dans tous les cas, c'est une basse fréquence parce que le persécuteur, lui, ce qu'il pense, c'est que la victime fait quelque chose de pas correct, donc elle mérite d'être punie. C'est pas quelque chose qui va redonner le pouvoir à celui ou celle qui vit un moment difficile. Puis même chose, le sauveur va penser qu'il sait mieux que la victime, qu'est-ce qui est bon pour la victime, donc va vouloir sauver la victime des fois d'elle-même. Puis encore une fois, c'est comme c'est un concept qui est spirituellement pas la bonne chose à faire parce que ultimement c'est pas ancré d'une place d'amour puis ça ne reconnaît pas le pouvoir infini qui repose à l'intérieur de chaque personne puis de chaque individu. Donc la clé, encore une fois, c'est de reconnaître le pouvoir, la puissance et la souveraineté de chaque individu. Et comment on fait ça? C'est qu'on laisse les choses être telles qu'elles sont sans ressentir le besoin d'intervenir. Puis il y a comme toute cette notion, encore là, dans les films, dans les chansons, dans partout où vous voudrez, dans l'espèce de conditionnement sociétal qui est là, même dans les contes de fées, là, l'espèce de princesse qui a besoin de se faire sauver par un prince charmant. Il y a toujours ce concept-là de victime, persécuteur, sauveur. Écoute, c'est pas pour rien. Là, il y a comme la personne, l'antagoniste, le protagoniste, puis tout dans la vie est comme à propos de ce concept-là de quand ça va mal, tu as besoin de quelqu'un pour venir te sauver. Puis quand ça va mal, c'est faut pointer la faute à quelqu'un. Faut que ça soit la faute à quelqu'un que ça va mal. Ça peut pas être la faute à personne d'autre que quelqu'un d'autre qu'il faut pointer du doigt. Fait que là, le réflexe par défaut, quand on est en mode persécution, c'est exactement ça. C'est de pointer du doigt partout à l'extérieur de nous. Fait qu'on cherche une victime à pointer du doigt. On veut persécuter quelqu'un pour la chose qui nous arrive. Quand on est en mode sauveur, on se pense comme étant spirituellement supérieur, moralement supérieur, intellectuellement supérieur, financièrement supérieur. Donc, ça nous donne une espèce de sens de supériorité, de penser qu'on sait mieux que les autres qu'est-ce qui est bon pour eux, puis que eux ils peuvent pas trouver les solutions par eux-mêmes. Fait qu'on va se sentir bien, puis on va se sentir être une bonne personne, d'aller sauver les gens d'eux-mêmes ou de quelqu'un d'autre, ou du persécuteur, le méchant persécuteur. Donc, on peut se dire que on est une bonne personne d'avoir sauvé la victime du persécuteur qui est vraiment méchant puis qui doit faire des choses pas gentilles, puis cette personne-là ne peut pas faire autrement que faire des choses pas gentilles, donc elle a besoin de se faire remettre à sa place par la sainte nitouche sauveuse. Donc c'est très caricatural. Puis ultimement la victime ce qu'elle pense dans la vie, c'est de dire que soit que les persécuteurs se lèvent le matin pour venir l'attaquer puis dans le fond, sa vie va mal, mais c'est pas sa responsabilité. Fait que ça, c'est comme un peu spirituellement, on n'a pas fait développer le muscle d'avoir confiance en nos capacités, que ce soit physique, intellectuel, émotionnel, spirituel. C'est comme si il y a un certain muscle là, qui aurait eu besoin d'être développé, qui n'a pas été développé. Puis, au lieu de prendre la responsabilité de se remettre à travailler ça, puis à pratiquer ça, on a besoin de s'écraser puis d'attendre que quelqu'un vienne nous sauver. Fait que je veux juste... ça, c'est vraiment une introduction à un concept. Je veux pas tout vous garrocher en même temps parce que, dans le fond, ultimement, là où je voulais aller, c'est que c'est une erreur de croire qu'on a besoin d'être sauvé par qui que ce soit. Donc, le concept de la souveraineté individuelle. Si, par défaut, on a tendance à vouloir pointer tout le monde du doigt, puis de persécuter quelqu'un, que ce soit votre conjoint, que ce soit vos enfants, que ce soit le gouvernement, que ce soit le directeur d'école, que ce soit le patron, que ce soit quelqu'un dans le trafic. À chaque fois que vous êtes en mode de pointer du doigt quelqu'un pour quelque chose qui vous arrive, le truc pour débarquer de ce pattern-là, encore une fois, c'est de prendre une grande respiration puis de prendre la responsabilité sur la série de choix qu'on a pris qui fait en sorte qu'on se retrouve exactement là où on est. Après ça, si on a tendance à vouloir sauver les gens, la façon de se ramener dans notre souveraineté individuelle et de respecter la souveraineté individuelle des autres, c'est d'avoir 100% confiance en la capacité à la personne que peu importe la situation dans laquelle elle s'est mise, elle a la capacité de s'en sortir toute seule. Elle n'a pas besoin de toi. Puis ça, c'est dur à entendre là, pour les sauveurs. Que dans le fond, ultimement, si la personne ne t'a pas demandé ton aide, elle n'a pas besoin de toi.
Et souvent, c'est ça qui est sournois, c'est que le sauveur va vouloir sauver les gens qui ont même pas demandé. Et ce faisant, va souvent empirer les choses parce que soit que la personne continue de rester à terre, puis en fait, c'est que des fois, en sauvant la personne, on empêche la personne d'accéder à ce que je vous disais qui est le bas fond, de toucher le fond, là où il y a tout le jus puis le pouvoir pour pouvoir renaître à nouveau. C'est vraiment le sauveur, là, c'est l'équivalent de la petite graine s'en va en dessous de la terre, puis elle est déposée là, puis elle est dans le processus de vouloir aller dans le fond pour régénérer, pour retrouver toute la puissance qu'elle a besoin. Puis là, le sauveur va venir la déterrer puis la prendre dans ses mains, puis dire « Oh, pauvre petite graine, t'as dû te tromper, ça pas vraiment là que tu voulais aller parce que clairement, c'est inconfortable dans le noir, fait que vite, je vais venir te sauver », ce qui fait que la graine reste une graine et va jamais pousser puis devenir autre chose qu'une graine. Puis tout ça, c'est très sournois. Mais bon. Puis la victime, en fait, puis comment redonner le pouvoir à la victime, justement, si on est dans le rôle du sauveur, c'est de dire à la personne, j'ai vraiment confiance que tu vas trouver une solution. Je pense que c'est la chose que je dis le plus souvent à mes enfants. J'ai confiance que tu vas trouver une solution. J'ai confiance que vous allez trouver une solution. J'ai confiance que vous allez trouver une solution. Et je m'en mêle pas. Tu trouves ça difficile, c'est vraiment difficile, j'ai confiance que tu vas trouver une solution. Et des fois, c'est est-ce que tu as besoin d'aide? Parce que le but, c'est pas de tomber en mode persécution puis de dire j'ai confiance que tu vas trouver une solution, démerde-toi tout seul puis je te botte au passage parce que là on retombe en persécution. La clé, c'est de dire si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis avec toi et j'ai confiance en toi. Fait que ça c'est très différent d'épauler quelqu'un puis de servir un peu d'échafaud ou d'être comme le petit banc, justement, exemple, Charlize, qui a 2 ans, que je dis, est-ce que tu peux aller te laver les mains? Puis là, ça dit, oui, je suis capable toute seule. Puis là, je vois bien qu'elle se rend pas jusqu'au robinet. Ben là, c'est dire, est-ce que tu as besoin d'aide? Fait que soit que je vais lui mettre un petit banc ou je vais la lever pour la laisser se laver les mains. Mais le truc, c'est, encore une fois, c'est de la laisser faire par elle-même. C'est pas moi qui va lui laver ses mains. Je vais pas dire, t'es pas capable, je vais le faire à ta place. C'est genre, qu'est-ce que tu as besoin pour être en mesure d'être capable toi-même? Puis ce sentiment-là d'avoir confiance en nos capacités puis nos moyens, c'est une des choses les plus importantes qui fait en sorte qu'on se promène dans la vie en ayant le sentiment qu'on a les 2 mains sur le volant, puis que peu importe qu'est-ce qui nous arrive, ça développe cette résilience-là. Le but, c'est pas que ce soit facile tout le temps. Le but, c'est d'avoir confiance en nos capacités puis en nos moyens d'apprendre des choses, de cheminer, de s'en sortir, de faire un choix qui est différent. Puis ça, c'est quelque chose qui malheureusement nous est un petit peu dans le conditionnement. Encore là, on oublie ça. En fait, on a juste oublié. Mais ça revient encore une fois aux sensations dans notre corps, qu'on est déconnecté de nous-mêmes, on est déconnecté de notre corps, on est déconnecté de notre puissance pour se reconnaître à quel point on est puissant, puis à quel point on a la capacité d'apprendre puis de faire des choix différents. Puis c'est vraiment ça. Fait que pour le sauveur, encore une fois, c'est de reconnaître la situation, de voir le persécuteur et la victime avec un regard plein d'amour. Donc, le persécuteur, là, qui soit en train d'attaquer la victime ou en train d'attaquer toi-même, souvent la clé, ça va être de lui donner de la reconnaissance. Encore là, pensez vraiment à une place d'amour. On va pas rien régler avec de la force, avec de la violence, avec je te redonne la monnaie de ta pièce. C'est pas tout à fait ça. Fait que si toi, tu veux maintenir une fréquence d'amour, d'être connecté sur ton pouvoir à toi puis ta puissance puis de vouloir redonner ça aux autres, quand quelqu'un est en mode persécution, la clé, encore une fois, c'est souvent de revirer la situation avec de la gratitude, de l'appréciation, de valider les émotions parce que la personne se sent frustrée, souvent probablement parce qu'il voulait produire un résultat ou parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas de sa façon. Puis encore une fois, c'est de dire qu'est-ce que tu as besoin. Parce que c'est toujours ça la clé. On dirait que ça va pas à ton goût. Qu'est-ce que tu aurais besoin? Puis des fois, la personne, elle a zéro la capacité d'entendre une solution. C'est juste, la personne a envie de taper sa tête de tout ce qui bouge. Puis encore une fois, par respect pour vous-même, vous êtes pas obligé de rester à vous faire taper sa tête, ni de tolérer que quelqu'un tape sur la tête à quelqu'un. Mais en fait, c'est que si on veut redonner le pouvoir à la victime, c'est de dire, genre, on dirait que, exemple, le persécuteur, exemple qu'on assiste là, à une scène où un persécuteur va attaquer la victime, puis là, toi, t'es le sauveur, ça serait de prendre la victime puis de dire comment tu te sens quand cette personne-là
te dit ou te fait X, Y, Z. Puis est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose que tu pourrais faire pour faire respecter ta limite ou ton besoin dans le moment? Puis est-ce que tu as besoin d'aide pour le faire? Puis ça s'applique très bien aux enfants parce que ce que je veux, c'est que mes enfants soient capables de mettre leurs propres limites puis de nommer quand ça va pas. Évidemment, quand ils ont 6 ans puis 2 ans et demi, si c'est un adulte qui est dans le rôle du persécuteur ou peu importe, un adulte qui fait juste être un peu inconscient puis pas respecter les limites, faire en sorte que l'enfant se sent pas bien, je vais pas te dire justement j'ai confiance que tu vas trouver une solution puis mettre ta limite tout seul. Non, parce que là c'est là la ligne. Ma job en tant que maman, c'est d'être cet échafaud-là, d'être ce lien-là entre la confiance totale en tes capacités puis ta souveraineté individuelle et de t'enseigner les skills pour être en mesure de mettre tes limites dans la vie, mais aussi de prendre conscience que le modèle d'opération par défaut, c'est que l'adulte se sent plus grand, plus gros, plus fort et donc supérieur à l'enfant, puis pense qu'il sait mieux que l'enfant, qu'est-ce qui est bon pour lui, et donc n'a aucun respect puis aucune écoute pour souvent ce que l'enfant est en train de communiquer. De dire « j'aime pas ça », quand tu fais ça ou quand tu dis ça, j'ai envie de jouer avec toi, mais pas de cette façon-là. Quand tu dis ça, je me sens triste, etc. Fait que ce que je veux, moi, c'est que mon enfant soit capable de le nommer, et je veux qu'il sente ma présence qui est là pour le backer. Donc, ce que je veux être, c'est cette énergie-là qui va propulser mon enfant vers l'avant, qui va lui donner la confiance de regarder un adulte droit dans les yeux pour mettre sa limite, et aussi de savoir quand est-ce que c'est mon rôle d'être l'extension, d'être l'échafaud, d'être le petit banc, tant et aussi longtemps que mon enfant a pas la capacité, encore là, physique, intellectuelle, émotionnelle, de faire affirmer ces limites-là lui-même. Mais il y a vraiment une nuance entre comme se mettre entre la victime puis le persécuteur, puis décider de venir sauver, puis de venir backer la victime pour dire j'ai confiance en tes capacités puis tes moyens puis je suis là si t'as besoin. Fait que juste en support versus de le faire à leur place. Fait que c'est puis à force de le faire puis de sentir qu'il y a quelqu'un qui est comme avec eux, ils vont développer cette capacité-là de savoir qu'ils sont capables de le faire eux-mêmes. Parce que plus tu le fais, c'est comme une répétition quand tu vas au gym, plus que tu développes ta capacité, vraiment juste, encore là, c'est juste une question de force musculaire que tu développes. Puis après ça, ben tu sais que tu es capable, puis tu as la capacité de lever des charges que tu n'avais pas la capacité avant parce que tu t'es pratiqué, ce qui fait que ultimement tu es une personne plus forte. Fait que ça rend vraiment pas service de venir faire les choses à la place de quelqu'un d'autre. Puis encore là, le sauveur, c'est de résister à la pulsion ou la compulsion de vouloir sauver les gens de eux-mêmes, de leur choix, des conséquences de leur choix, parce que ça, c'en est un gros aussi, c'est que c'est comme si le sauveur se sent inconfortable que les autres soient inconfortables. Et pour se sentir mieux, il va vouloir sortir l'autre du pétrin le plus rapidement possible. Sauf que la façon d'accompagner quelqu'un qui vit un moment difficile ou qui vit quelque chose de difficile, si on veut l'accompagner en respectant sa souveraineté individuelle, c'est encore là, c'est de dire je suis là, je te soutiens, je le vois que c'est difficile, que tu trouves ça difficile, veux-tu que je te donne des encouragements? Est-ce que, tu sais, qu'est-ce qui peut supporter ton processus? Mais de rester dans l'inconfort puis de laisser l'autre être dans son inconfort parce que c'est exactement dans ces circonstances-là qu'il va trouver en lui la capacité et la force de s'en sortir. Puis c'est vraiment difficile, comme je vous disais, le par défaut, là, quand quelqu'un est triste, quand quelqu'un a de la misère, quand quelqu'un, on a tendance à vouloir le faire par eux-mêmes. Puis je vous invite, la prochaine fois que vous avez envie de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, de considérer donner un accompagnement, que ce soit, encore là, physique, psychologique, émotionnel, de venir juste en support puis en soutien versus de prendre le contrôle. Puis c'est vraiment une ligne, dans le fond, c'est ça, il y a encore là cette tendance-là, c'est qu'on a tendance à vouloir faire pour les gens ou dire t'es capable toi-même. Puis le juste milieu que j'ai découvert, encore une fois, avec les enfants, c'est vraiment de dire, de comme, exemple que Emeric est en train de s'habiller pour, je sais pas, soit le baseball, le soccer, le hockey. Il y a comme beaucoup de stock à mettre. Puis ça arrive que des fois, ils trouvent ça plus difficile ou plus long ou on est pressé. Fait que là, je suis comme, si tu restes focus, tu vas être capable d'y arriver à temps.
Fait que là, tu sais, dans le fond, quand lui ressent qu'il y a un stress parce qu'il faut se dépêcher, ben là, des fois, il va avoir tendance à comme figer. Puis moi, ce que je veux, c'est l'aider à se sortir de là, à se remettre dans l'action, à avoir confiance que il a la capacité de prendre une grande respiration, faire ses actions une à la suite de l'autre, puis obtenir son résultat, c'est-à-dire d'aller à son sport, puis être là à l'heure. Mais dans le fond, c'est que si je suis dans la cuisine en train de d'être complètement émotionnellement détaché de son processus à lui, il va juste rester figé, puis c'est pas ça qui va l'aider. Versus si je viens vers lui pour lui dire là, je sais que je t'ai mis une pression parce que il fallait se dépêcher, puis je vois que t'as de la misère, exemple que je sais pas moi, tes bas sont mouillés ou tes souliers sont serrés ou le nœud, ou peu importe qu'est-ce qui rend le processus un peu plus difficile. Je le vois que c'est difficile, je sais que t'es capable, je te regarde. Exemple. Puis là, après ça, après l'avoir regardé, parce que moi, la clé avec lui ou avec Charlie, c'est de toujours savoir qu'ils sont dans l'action. Si t'es dans l'action, puis que tu rushes, puis que c'est difficile, puis que je vois bien que là, en ce moment, tes petits doigts ont pas la capacité de défaire le nœud que même des fois, moi, en tant qu'adulte, j'ai de la misère à défaire, je vais venir t'aider. Parce que ça, c'est juste, c'est pas d'être en train de te sauver de ton processus, c'est pas d'être en train de le faire à ta place. Ça s'appelle juste être, c'est de considérer euh, les différentes capacités puis les différents skills puis de venir appuyer puis de venir en aide parce que ce qu'on veut développer, parce qu'une des blessures que moi j'avais, c'est de penser que je peux me fier à personne d'autre que moi-même. Ce qui fait que tu développes une excellente confiance en toi puis en ta capacité et aussi que tu franchis la ligne des fois de ne pas demander de l'aide quand tu en aurais besoin. Fait que ce que je veux, c'est que mes enfants développent leur confiance en leur capacité puis en leurs moyens et sachent aussi que quand on demande de l'aide, on va le recevoir. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment tu sais, quand on est vraiment très serré dans le temps, c'est sûr que je vais dire, OK, là, réalistement, ça sera pas un processus qui est le fun pour lui. Puis si on est pressé, c'est pas de sa faute à lui, c'est de ma faute à moi. Fait que là, je vais venir puis je vais vraiment l'aider à se changer pour que ça prenne 30 secondes au lieu de le laisser prendre 15, 20, 25 minutes. Mais tu sais, sinon, dans la mesure du possible, ce que je vais faire, c'est me créer un contexte dans lequel je peux lui laisser prendre le temps qu'il faut pour tout faire lui-même. Puis que des fois, si on va raccourcir progressivement ce temps-là pour un peu mettre une pression pour savoir qu'il y a la capacité de se dépêcher et de le faire vite. Mais c'est toutes des choses comme ça que, ultimement, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, puis pourquoi on le fait, puis à quoi ça sert. Parce que quand on est déconnecté de ça, encore une fois, on va avoir tendance à justement tomber sur le triangle, fait qu'à persécuter notre enfant parce qu'il s'habille pas assez rapidement parce qu'on est en retard. Fait que là, on va dire que c'est de sa faute à lui qu'on est en retard, puis là, de pas prendre la responsabilité, fait qu'on tombe en mode persécution. Puis là, après ça, on peut même, dans une même interaction, glisser sur le triangle dans les différents rôles. Après ça, on va switcher en mode sauveur. Fait que là, c'est ta faute que je suis en retard. Fait que là, je te tape sa tête parce que là, t'es une victime. Puis là, après ça, je te mets en mode sauveur de dire, ah, ben, viens ici, je vais le faire à ta place. Puis là, ultimement, la victime se sent plus victime. Le persécuteur, il glisse entre persécuteur-sauveur. Puis là, une fois qu'il est prêt, là, dans l'auto, il va recommencer à persécuter. Là, c'était en retard. Puis la prochaine fois, il faudrait que tu fasses ci, puis il faudrait que tu fasses ça. Puis ultimement, c'est un enfant. Fait qu'encore une fois, persécuteur. Quand t'as envie de pointer un doigt vers quelqu'un d'autre, pointe-le vers toi. Puis le sauveur, quand t'as envie de penser que tu sais mieux que l'autre, peut-être pose la question, qu'est-ce que t'as besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Puis si ton par défaut de fonctionnement, c'est la victime. La victime, ça, c'est quelque chose qui est plus difficile. En fait, je pense que ce qui rend le rôle de la victime alléchant, c'est qu'on sait que si on crie assez fort, il y a un sauveur à quelque part qui va venir nous sauver parce qu'encore une fois, penser au mode de fonctionnement par défaut, on va chercher un sauveur. S'il y a des... Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a comme plus, étant donné que le rôle de la victime, si on y va avec un triangle, que c'est 3, il y a plus de sauveurs puis de persécuteurs qui se promènent par défaut que de victimes. Puis le rôle... Fait que c'est ça, c'est comme si... Je sais pas, la victime, elle a tendance à rester un peu plus coincée. Euh... Coincée. Mais je dirais que la façon de se sortir de là, c'est de reprendre confiance en nos capacités puis en nos moyens. Puis en fait, c'est vraiment ça le plus difficile. Je pense que la chose qui va être le plus gros blocage à une transformation dans une vie, c'est celui ou celle qui se prend pour une victime. Puis la victime, ça donne comme un genre de faux sentiment de pouvoir parce que c'est comme
c'est que ça nécessite moins d'énergie d'être une victime que de prendre ses responsabilités. Ça va nécessiter moins d'inconfort de rester dans le rôle de la victime que de prendre ses responsabilités. Fait que c'est ça là, je dirais que c'est le piège. Mais encore là, une fois, c'est de se rappeler. Souvent, c'est de se rappeler des petits bouts où on a réussi à accomplir des choses, à faire des choses, puis c'est de repartir à zéro, puis aller avec des petites étapes. Parce qu'en fait, la victime, ce qui arrive, c'est qu'elle va souvent se décourager, puis abandonner, puis attendre, puis crier, puis quelqu'un va venir la sauver. Mais pouvez-vous voir que de cette façon-là, il y a aucune transformation réelle qui est possible si quelqu'un est dans cet état d'esprit-là. Puis que ce soit victime, persécuteur ou sauveur, dans tous les cas, on n'est pas connecté à notre puissance, on n'est pas connecté à notre capacité à faire des choix puis à créer la vie qu'on veut. C'est juste que dans la dynamique, le persécuteur va ressentir un faux sentiment de puissance et de contrôle. Le sauveur va sentir un faux sentiment de puissance et de contrôle, mais les deux sont inconscients qui opèrent sur un mode de fonctionnement par défaut, mais ils vont recevoir quand même une genre de fausse gratification puis un faux sentiment de supériorité. La victime, elle, ce qu'elle va ressentir, c'est un faux sentiment d'infériorité. Puis encore une fois, sa job à la victime, c'est de se rappeler toutes les choses qu'elle a réussi à accomplir jusqu'à maintenant, puis d'y aller par petits morceaux, puis de se rappeler à quel point on est puissant, puis de se pratiquer, puis de faire des petites choses. Fait qu'exemple que l'objectif, c'est je sais pas moi, d'apprendre à cuisiner. Ben là, au lieu de se lancer un gros défi de devenir un master chef demain matin, peut-être commencer par apprendre à couper des légumes. Puis juste ça, tu vas avoir confiance en ta capacité à couper les légumes, puis à assister, exemple, quelqu'un qui va cuisiner. Fait que de toujours aller de l'avant à dire, est-ce que je peux t'aider à couper des légumes? Puis là, tu fais, OK, je suis cool pour couper des légumes. Puis là, après ça, genre, je vais faire une sauce. Fait que tu sais, d'aller par petits bouts, d'aller tranquillement pour redévelopper cette confiance-là, puis ce muscle-là, puis c'est de te ramener à ton pouvoir, de te ramener à ton pouvoir, de te ramener à ton pouvoir. Puis c'est là où, encore là, la façon consciente des autres, parce que quand on vibre à cette fréquence-là d'amour, c'est ça qui va élever, qui va aider la victime à se souvenir à quel point elle est puissante, qui va aider le persécuteur à se souvenir à quel point il est responsable de ses choix, qui va aider le sauveur à se souvenir à quel point c'est un manque de respect d'arracher la petite graine du jardin avant qu'elle ait fini de pousser, que ça l'aide pas pantoute. Fait que c'est quand on est dans notre souveraineté, encore là, on va voir les autres à travers nos yeux. Notre propre souveraineté fait en sorte qu'on va faire ressortir la souveraineté individuelle de chaque personne qui est en face de nous, qui interagit avec nous. Donc moi, ce que je vous invite à prendre conscience, c'est que tout ce que vous attendez à l'extérieur de vous se retrouve déjà à l'intérieur de vous. C'est justement cette permission-là, ce pouvoir-là, puis comme je vous dis, c'est pas de votre faute. Le conditionnement puis la vie jusqu'au moment que vous êtes né jusqu'à aujourd'hui, tout fait en sorte que vous oubliez qui vous êtes. Et là, ce que je vous invite à faire, c'est vous rappeler à quel point vous êtes puissant, puis que tout ce que vous attendez est déjà à l'intérieur de vous. C'est pas de votre faute, mais c'est votre responsabilité, par exemple. C'est votre responsabilité de vous rappeler de qui vous êtes puis de faire les démarches pour reprendre votre puissance et non pas de donner votre puissance à des autorités extérieures parce que ça nécessite moins d'énergie. Puis encore une fois, on peut faire ça, on peut passer une vie au complet à faire ça, mais c'est pas avec cette énergie-là qu'on va créer quoi que ce soit. Et ça, c'est très drôle parce que c'est quelque chose que je dis à Emeric à chaque fois qu'il y a quelque chose. Tu sais, il y a deux façons de phraser une affaire. C'est, tu sais, exemple que je dis n'importe quoi, Emeric, il voudrait un Lego. Emeric adore les Legos. Fait que là, exemple qui fait « Oh, j'ai pas de Lego. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de Lego. » Fait que là, je peux être consciente de ce qu'il me nomme, c'est dire qu'il a envie puis il a hâte d'avoir un Lego. Mais là, souvent, moi, je vais tout de suite aller avec lui, le faire prendre conscience de son énergie, puis qu'avec ça, il va rien créer.
Tandis que si il va se reconnecter, exemple, ça, ce serait une autre étape, là, connecter avec la gratitude, mais je vais éliminer cette étape-là. Mais si il se remet dans sa puissance, puis il fait Hey maman, ça fait vraiment longtemps que j'ai eu un Lego, puis j'aimerais vraiment ça en avoir un. Penses-tu qu'on pourrait en choisir un ensemble sur ma liste, qu'on va mettre sur ma liste, puis qu'on va acheter prochainement? Ou est-ce que j'ai quelqu'un qui m'a demandé une idée cadeau? Ou là, ça donne que c'est sa fête bientôt. Fait que là, c'est comme, est-ce qu'on peut choisir ensemble tous les Legos qui te tentent puis que tu as envie d'avoir? Fait que là, les gens vont pouvoir te donner ce que tu as envie. Fait que c'est d'apprendre encore là à nous-mêmes puis à nos enfants que on a la capacité de créer tout ce qu'on veut. Il y a pas juste une façon de fonctionner. Mais par contre, avec une énergie de victime, en fait, c'est que tu peux arriver à un certain résultat, mais pas de la même façon, puis c'est que ça va pas avoir la même énergie. L'énergie là de création, d'amour, de gratitude, ça a des répercussions infinies sur les gens qui sont autour de nous. Puis l'énergie de victime, en fait, c'est exactement, je fais le parallèle avec comme mon dernier épisode que j'avais fait en 2023 avec les relations qui sont siphonnantes ou énergisantes, de donner et de co-créer avec quelqu'un qui est souverain, qui est puissant, qui est en train de créer sa vie avec une place d'amour, c'est énergisant. De donner à quelqu'un qui a une énergie de victime, c'est siphonnant, là, siphonnant, ça va prendre toute votre force, toute votre énergie vitale, c'est comme une sangsue. C'est dégueulasse, énergétiquement. Puis après ça, vous faites ce que vous voulez. Mais quand on est consciente ou conscient de notre énergie, de donner ou de co-créer avec quelqu'un qui opère sur le triangle, ça draine toute notre énergie, ce qui fait qu'après ça, on a moins d'énergie disponible pour créer ce que nous, on veut créer. Fait qu'encore là, par respect pour nous-mêmes, c'est de dire non merci, je participe pas à ça, non merci. Je refuse de sauver, je refuse de persécuter, je refuse d'être une victime. En fait, pas je refuse, je choisis. Et l'autre volet que je veux vous amener, en fait, c'est que la nuance est très, très, très importante. Comme encore là, je vous fais un parallèle avec mes enfants parce que le processus de guérison intérieure, souvent, se rapproche beaucoup de devenir le parent de notre propre enfant intérieur qui a vécu un cheminement où lui s'est senti moins déconnecté puis pas respecté. Et c'est de, encore là, offrir à notre enfant intérieur tous les petits morceaux d'amour qui a peut-être manqué en cours de route. Puis encore là, on a notre enfant intérieur de 0 à 7 ans. Puis après ça, notre adolescent intérieur là, de 7 à 17 et plus. Puis après ça, notre jeune adulte. Chaque phase de notre développement, il y a peut-être des choses qu'on avait besoin, qu'on n'a pas reçues. Puis l'idée de reprendre la responsabilité, c'est de devenir pour nous-mêmes ce parent-là qu'on aurait eu besoin. Ce qui fait que c'est pas pour rien que mon processus de guérison s'est fait un petit peu en même temps que le fait d'élever de jeunes enfants. Fait qu'Emeric va avoir 7 ans bientôt. Puis tu sais, mon parcours s'est joué un petit peu sur 7 ans. Puis j'ai appris en lui donnant à lui les choses que j'aurais eu besoin pour moi. Ce qui fait que il y a un énorme parallèle à faire. Puis des fois, c'est que c'est plus facile pour certaines personnes de donner à leurs enfants. Puis ils s'offrent même pas ça à eux-mêmes. Fait que je vous donne une image que j'ai donnée à une amie récemment. Mais c'est l'idée d'un pommeau de douche ou d'une arrosoir. Puis on a tendance à arroser les autres, arroser nos enfants, nos parents, nos amis. Et là, c'est prendre le pommeau de douche, là, puis revire ça vers toi. Puis donne-toi une douche d'amour, d'empathie, de compassion, de patience. Parce que, justement, c'est pas de ta faute, tout ce que tu as vécu, puis c'est pas de la faute de tes parents. Ils ont fait de leur mieux. Puis c'est pas de ta faute, je veux dire, mais c'est ta responsabilité. À partir du moment où tu es conscient qu'il y a d'autres options, c'est ta responsabilité de te pratiquer, de te pratiquer, de te pratiquer pour le plus possible. Demeurer dans une place de conscience, de choix, de souveraineté, de puissance. Et là où je veux en venir, c'est que quand on veut obtenir quelque chose d'un enfant, ou obtenir leur collaboration, ou leur montrer quelque chose, il n'y a rien de bon qui va jamais découler d'utiliser la force ou la punition. Ce qui fait que
Si toi, t'écoutes le podcast en ce moment, tu prends conscience du triangle. Et là, tu observes de toi-même que t'es allé sauver quelqu'un, t'es allé persécuter quelqu'un ou tu t'es positionné comme une victime. La clé, c'est pas de te taper sa tête parce que t'as fait une erreur. La clé, c'est de prendre conscience et faire « Ah, je suis sur le triangle. Bonne nouvelle, je l'ai remarqué. Avant, je le savais même pas. » Puis donne-toi de l'amour, puis dis-toi bravo d'avoir observé que tu t'es positionné sur le triangle. C'est ton pilote automatique, c'est normal. Et de dire « Je fais le choix de ressortir de là. » Le plus rapidement possible, avec les outils que j'ai. Puis comme je vous dis, faites attention, on parle des besoins de base, là. Manger, dormir. Si vous avez faim et que vous êtes fatigué, vous allez être plus souvent sur le triangle. Ça, c'est la même chose avec des enfants. Fait que c'est juste de s'observer soi-même, mais dans tous les cas, c'est tellement une place d'amour, vous allez rien créer de bon en vous tapant sa tête, en vous disant que ça aurait pas dû être comme ça, que vous êtes pas si spirituel que ça, ou si psychologiquement avancé parce que vous vous êtes positionné comme une victime. Non. Ça arrive à tout le monde, ça arrive à moi, ça arrive. Le truc, c'est pas de jamais aller là. Comme le but de faire un travail sur soi, c'est pas de jamais être triste. C'est de se pratiquer à accueillir tout ce qui vient, puis d'être bien avec ça, puis de pas ressentir le besoin de le changer. Fait qu'encore une fois, c'est de dire, OK, je me suis positionnée comme une victime. Qu'est-ce que j'ai besoin pour être en mesure d'avoir les outils de me positionner autrement? Et des fois, c'est justement, j'ai besoin d'aller prendre un bain, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de bouger mon corps, j'ai besoin de temps toute seule. Encore là, honorer l'émotion, mais aussi honorer les prises de conscience qu'on a quand on commence à observer ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est de pas se persécuter ou de se taper sa tête ou de se critiquer de notre état intérieur puis de nos vibrations qui sont basses puis oh mon Dieu, je suis pas toute amour et lumière, j'ai tellement de noirceur et de persécuteurs et de victimes puis non, la clé c'est l'ouverture sur soi et sur les autres, c'est l'amour et l'acceptation de soi et des autres, ce qui fait que c'est de la curiosité, c'est de l'amour, c'est de dire oh, c'est drôle ça. Genre, je me suis retrouvée sur le triangle ce matin. Qu'est-ce que j'aurais besoin? Ah, c'est parce que je me suis couchée à minuit puis je me suis levée à 5 heures du matin. Prendre une grande respiration. Puis là, je sais que déjà comment remédier à la situation. Fait que des fois, il y a rien à dire à part t'excuser aux personnes avec qui tu as interagi. Puis, ça m'arrive à moi aussi. Fait que tout ça pour dire que c'est juste de prendre conscience puis de dire qu'est-ce que j'ai besoin. Et c'est tout. Fait que je vous invite encore là à vous regarder en pleine face, à vous rappeler à quel point vous êtes puissant, puis de toujours choisir d'agir d'une place d'amour de soi et des autres plutôt que de peur. Peur de décevoir, peur de pas être une bonne personne, peur d'être celui ou celle qui a fait des choix, peur de prendre nos responsabilités, peur des conséquences de nos choix. Encore une fois, tu sais, avec mes enfants, si tu choisis de mettre tes espadrilles puis d'aller sauter dans une flaque d'eau, puis que c'est mouillé, je vais dire, c'est vraiment plate d'avoir les pieds mouillés. Quand on saute avec une flaque d'eau avec nos espadrilles, on a les pieds mouillés. Puis encore une fois, de pas sauver la personne de son processus, puis là, c'est comme, qu'est-ce que tu vas faire? On va accrocher les petits souliers, ils vont sécher, ça se peut qu'ils puent, ça se peut qu'ils soient mouillés pendant 2-3 jours. Fait que là, maintenant, tu connais la conséquence de sauter dans une flaque d'eau avec tes souliers. Puis le prochain coup, c'est toi qui ça t'appartient, ton choix, tu fais ton choix comme tu veux. Si tu choisis de le refaire, refais-le. Puis si tu as envie d'une expérience différente, ça t'appartient, mais c'est encore là de respecter le processus de chaque personne. Il n'y a pas une façon bonne ou mauvaise. Il y a des gens qui ont les pieds qui puent, puis qui sont mouillés, puis qui sont bien, puis ça, c'est parfait pour eux. Puis tu choisis qu'est-ce qui est bon pour toi, puis tu respectes qu'est-ce qui est bon pour les autres. Fait qu'encore là, c'est vous êtes la clé. C'est toi qui es la clé. C'est toi qui es la porte. C'est toi qui es le chemin. Ça me fait penser, j'ai vu une super belle... une affaire, là, quelque chose que quelqu'un avait écrit sur les médias sociaux. Comment ça s'appelle? En tout cas, quelque chose que quelqu'un avait écrit. Donc, ça disait, tu n'es pas sur le chemin de la croissance personnelle. Tu es le chemin que la vie a choisi d'emprunter pour être. Fait que ultimement, c'est comme on est les créateurs, on est la création, on est le chemin, on est la clé, on est la porte, on est tout ça. C'est gros. Ça nécessite de prendre conscience. C'est une grosse responsabilité. La plupart des gens préfèrent renoncer à leur pouvoir
pour ne pas prendre la responsabilité de ce qui leur arrive versus de prendre la pleine responsabilité et le pouvoir et de choisir qu'est-ce qu'ils ont envie de créer comme expérience puis quelles interactions ils ont envie d'avoir avec les autres. Puis tout ça est correct. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, mais ce que je vous invite à faire, c'est que si vous avez envie d'autre chose, il y a plein d'outils que je peux vous enseigner pour y parvenir. Si vous n'avez pas envie d'autre chose, je suis pas là pour venir vous forcer, ni vous sauver de votre expérience de vous-même. Le but, c'est, ce que je veux pour vous, c'est être une source d'inspiration, c'est d'être une invitation, c'est d'être quelqu'un qui vous montre qu'il y a plein de possibilités, puis que si il y a des choix qui s'offrent à moi ou à quelqu'un d'autre, ces mêmes choix-là sont possibles pour vous. Fait que je vais juste vous inviter à considérer de vous positionner à un endroit où ce qui est possible pour les autres est possible pour vous. Puis que tout ce que vous voulez, il est déjà en vous et que vous avez 100% le pouvoir et la capacité de créer une réalité qui est différente versus d'aller sur le pilote automatique puis de laisser les autorités extérieures dicter ce qui est bon pour vous, puis ce que vous devriez ressentir, puis ce que vous devriez vouloir, puis ce que vous devriez faire de vos journées puis de votre temps. C'est de ramener l'autorité extérieure pour ramener ça à l'autorité intérieure. Et non, fait que c'est vraiment de pas laisser rien de l'extérieur dicter ce qu'on devrait être ou ce qu'on devrait vouloir et de choisir de se recentrer sur soi-même et de faire les choix qui fait en sorte que notre vie extérieure reflète comment on se sent en dedans. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!